façon. Alain, vous venez de nous rejoindre à cette table, mais vous avez entendu donc tous les propos qui ont été tenus depuis le début. Comment vous réagissez, vous? Je remarque qu'il y a deux attitudes qui correspondent aux deux personnages. Il y en a un qui se présente comme, moi ce que j'appelle dans le jargon l'ami des dames, et qui est assez fier de le dire parce qu'on dirait qu'il donne de l'amour et que c'est léger et gentil. Et qui est le brun d'ailleurs, le brun et Franck qui est le blond normalement qui serait le plus fade en fait, qui a une espèce de noirceur. Oui. Et qu'en fait, dès lors qu'on sort du côté léger de la drague, alors qu'on sent qu'il y a quelque chose de lourd, et ben finalement c'est une chose dont il est très difficile de parler. C'est-à-dire que c'est un peu, il l'a presque dit, c'est un peu honteux, tu vois. C'est tabou, de toute façon, c'est vrai que c'est un peu honteux. Un peu tabou. Et alors qu'à la fois c'est la chose, je dirais, être un bon dragueur, tous les mecs en rêvent parce que c'est quand même la possibilité d'avoir une femme et qu'il n'y a rien de plus dur, et je pense que c'est l'origine même du dragueur que de voir une belle fille passer dans la rue, de se dire j'y vais pas, ah non j'y vais pas, c'est-à-dire de dire j'ai encore raté le train, et après se dire genre ouais tant pis, enfin genre le renard et les raisins, et donc tout le monde a envie d'être capable de se lever et d'y aller, et pourtant celui qui sait faire ça, il a un peu honte de le faire, parce qu'il y a ce style-là, si j'avais pas fait ça, peut-être que j'aurais fait autre chose de mieux, et là il y a quelque chose je dirais de violent envers les femmes, hein, très profondément, c'est qu'en fait quelqu'un qui s'intéresse beaucoup aux femmes et surtout s'il y a quelque chose de profond derrière, il y a un petit côté un peu honteux, quoi. Alors Alain Soral, vous êtes journaliste, écrivain, cinéaste. Vous venez d'ailleurs de sortir un livre qui s'appelle Le jour et la nuit ou la journée d'un vaurien. Ou la vie d'un vaurien. La vie d'un vaurien, pardon. Aux éditions Plume. Ce n'est pas rien de parler de soi en disant vaurien. Oui, parce que moi je dis toujours, je préfère dire que je suis un dragueur qu'un séducteur. Alors pourquoi, justement? Parce que je veux absolument, je dirais, assumer le côté minable du dragueur, alors que dès qu'on dit séducteur, c'est ce qu'il y a de pire, c'est le côté prétentieux, c'est le côté métaphysique, alors que souvent c'est la différence entre un dragueur et un séducteur, c'est qu'une question d'argent et de moyens. Moi, ce que j'aime dans la drague, c'est toute la violence qu'il faut affronter envers soi et envers les autres. Et quelque part, c'est de la méchanceté, de la pathologie. Et il faut que ce soit assumé. C'est-à-dire qu'on se drogue pour se faire du mal. Hein, et moi, quand je drague, c'est pour ça que j'ai aimé aller au fond de la drague de rue dans le supermarché, c'est que j'aime, je le savoure comme une déchéance. C'est-à-dire que j'ai du mal à me passer des femmes, au lieu de me raconter autre chose, comme beaucoup de connards qui disent tu n'es qu'une bite ou des trucs comme ça, moi je fais autre chose, et puis on découvre qu'en douce, ils ont l'espèce de main transpirante qui se glisse sous la table dès qu'il y a une fille, etc. J'ai préféré aller au fond du trou, et au moins voir ce qui se passait au fond. Hein. Et d'ailleurs, moi j'ai fait un parcours de drague de rue intégral, alors que j'avais le choix, parce que j'ai démarré plutôt... Comme j'ai démarré assez fort quand je suis arrivé à Paris, j'ai tout de suite pu me ranger dans la catégorie séducteur parce que je dirais, levé des filles de riches, etc. Et à un moment donné, je me suis rendu compte, par des rencontres, que la drague de rue était beaucoup plus courageuse, beaucoup plus valable, et au moins que c'était assumer le truc. Alors, et j'ai choisi ça. Avant que vous ne continuiez, vous venez de quel milieu, vous? J'étais d'un milieu bourgeois, mais très déclassé, hein, pauvre, quoi. Et je me disais, bon, je suis dans la grande ville, plein de manques et plein de désirs, avec le côté manque social, d'argent, puis le manque affectif, quitter ses parents très jeunes, des conditions difficiles. Et je voyais, c'est une image qui m'est restée en tête, il y a une Ferrari qui passe dans la rue, et une fille avec une jupe rouge de la même couleur qui passe à côté. Et je me dis, la Ferrari pour monter dedans, c'est 80 briques, ou alors on la vole et ça peut être 2 ans de prison. La fille, si on sait y faire, c'est gratuit et même ça peut rapporter. Je me disais, hein. Et en plus, c'est quand même plus intéressant de discuter avec une fille qu'avec une voiture. Hein. Je veux dire, moi, quand j'étais petit, je jouais à la poupée, j'ai toujours eu du mépris pour les garçons qui jouaient avec des petites voitures. Pour résumer, le dragueur gentil, ce serait Jean-Marc, ouais. C'est ça, hein, qui aime quand même les femmes. Qui aime leur donner du plaisir. Voilà. Et vous êtes donc le dragueur méchant. Oui, et ça veut dire quoi, alors, être dragueur méchant, en dehors de se sentir minable? Est-ce que c'est de faire du mal aussi aux autres et aux femmes? Oui, bien sûr, je l'assume. Il y a le côté, on punit, quoi. Je veux dire, le côté... tu vas voir ce qui va t'arriver, tu fais la maline, tu vas voir tout à l'heure ça va changer de genre, tu vois ce que je veux dire? Un petit peu. J'imagine, oui. Et puis le côté partir après, en laissant partir très vite évidemment, il y a le côté un peu, justement, comme quand on a conscience d'avoir accompli un méfait, partir très vite, laisser un peu de manque. Hein. Il n'y a rien de pire que la fille qui dit « tu m'as bien baisé, c'était super, reviens quand tu veux ». Ça, c'est un échec pour un dragueur de rue. C'est plutôt genre « quand est-ce que tu reviens on verra, je t'appellerai si j'ai le temps ». Là, c'est le parcours total. Et c'est moche. Je pense par exemple la différence peut-être entre mon camarade et moi-même, c'est que j'ai l'impression qu'il doit avoir un plaisir où il se pose comme un devoir moral de faire jouir sa partenaire. Non, c'est que par plaisir. Ouais. Moi c'était carrément... C'est parce que... Et vous, c'est le pour moi, c'est hors sujet, quoi. C'est hors sujet. Parce que j'aperçois des émotions qu'on vous partagez avant. Mais ça veut dire que lui partage et vous non. Oui, bien sûr, vous êtes uniquement dans votre propre désir. C'est clair.
non seulement il y a un truc de... Je veux dire qu'il y a une démarche de solitude dans la drague qui est totale. C'est-à-dire qu'on drague parce qu'on est seul et on drague parce qu'on veut rester seul. Oui, et en fait, on se draguer, c'est suivre une fille dans la rue, ce qui était pour moi le plus fort, c'est de la suivre, à un moment donné d'essayer de l'aborder, de lui faire sentir qu'on la suit pour lui faire un peu peur, etc. C'est savourer un peu le plaisir masochiste du manque, mais du manque qu'on retient. Alors, vous avez aussi parlé du savoir-faire du dragueur. J'ai vécu, en fait, dans un premier temps, l'espèce de drague tout seul, mais de séducteur en gros, avec une idée derrière un peu sociale, hein, de faire des filles de riches, parce que ça me permettait de supporter un manque social et un manque affectif en même temps. Et puis, à un moment donné, j'ai rencontré un vrai dragueur de rue, un mec qu'on appelait le Kabyle, qui était vraiment le petit gars qui arrivait vraiment de Sarcelles en survêtement, etc. Et j'ai été très impressionné par son savoir-faire de rue, où moi je me prenais pour un cador, parce que quand vous êtes invité à un dîner en ville, c'est pas très dur de séduire. Le plus dur, c'est d'avoir le carton pour rentrer. Quand vous êtes dedans, il y a que des tocards. Il faut bien savoir ça. Vous avez, comme rival, vous avez un écrivain bidon, un cinéaste bidon, un acteur bidon, et puis un homme d'affaires bidon. Donc si vous avez une petite dimension, un petit aura, et en plus vous jouez dessus, c'est-à-dire le côté un peu sulfureux, comme les femmes sont là, elles s'ennuient un peu, etc., vous avez toutes vos chances. Donc il n'y a pas, je dirais, Warren Beatty, pour moi, ne m'impressionne absolument pas, quoi. Alors que dans la rue, ça se passe comment? Dans la rue, c'est beaucoup plus dur. Les gens n'ont pas le temps, ils sont méfiants. Et c'est pour moi, il y avait une dimension, je pourrais presque en parler, politique derrière, c'était que c'était la vraie démocratie de la drague, c'était la rue. Parce que là, vous êtes en face de gens qui n'ont pas le temps, qui sont méfiants a priori, et vous ne pouvez pas leur dire j'ai une bagnole de sport, j'ai un château, etc., etc. Vous leur dites il faut aller très vite, et a priori ils avaient tout contre vous. Genre une femme qui secoue une nappe de restaurant par la fenêtre au 4e étage, on se dit on monte, et on va sonner à la porte, et on chatte, etc. Et il peut arriver qu'on aille jusqu'au bout avec un point de départ comme ça. Une idée que peut ressentir le joueur, qui est de gagner 10 fois de suite, c'est tout est possible. C'est-à-dire que c'est un peu l'idée de leur point, hein, sur la difficulté. Enfin. Il y a une idée quand même, je veux dire, d'être l'élu, le côté magique. C'est-à-dire que je peux monter dans toutes les femmes si je le désire. Quelle image! Ouais, bien sûr. Si elle le désire, bien sûr. Oui, pour remettre les choses à leur place. Non, parce que justement le côté dragueur un peu, je dirais un peu dur, c'est qu'il faut qu'elle ne soit pas d'accord au départ. Et ce qui est très émouvant, je veux dire, vraiment émouvant, c'est de voir la progression. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la fille qui est un étranger, quelqu'un de clos, quoi, je veux dire, s'ouvre, mais au sens à la limite, il est pour moi aussi excitant et troublant comme on dit, lui enrouler une pelle à une fille que de la pénétrer totalement, parce que c'est la même chose. Elle vous a déjà laissé rentrer. Et après qu'elle vous laisse rentrer totalement ou pas, c'est une question de circonstances. Son mec est là, il n'est pas là, elle habite chez ses parents, elle habite pas chez ses parents, elle a un rendez-vous le lendemain matin, etc. Donc à la limite, c'est... Quand on a dépassé la pathologie du manque de sexe à tout prix, on peut se contenter presque d'un baiser, on sait que c'est possible, et on se dit, elle s'est ouverte à moi, et hop, on décroche, quoi. Mais c'est vrai, ça vous occupait combien de temps? Parce qu'on a l'impression à un moment donné que ça emplit toute votre vie. Eh ben, Alors j'aimerais comprendre. Pendant environ 2 ans, j'ai fait que ça, par exemple. Ah oui. Le jeu en vaut rarement la chandelle. Je veux dire, de combien de femmes vraiment exceptionnelles tu te souviens sur le nom de Alors vraie question, c'est bien de l'avoir posée alors. Je sais pas si je veux me dire instantanément comme ça, je dis 1, 2, 3, quoi. Je veux dire, sur combien je suis plus près de, moi je suis plus près de 1000 que de 500, hein, tout de suite. Hein, ah ouais. Je veux dire, l'allié objectif du dragueur, c'est la loi faible des grands nombres, comme on dit. Hein, c'est la loi du nombre, c'est-à-dire que si c'est pas celle-là, ça sera une autre, il s'en présentera toujours une. Et à un moment donné, on atteint une espèce d'efficacité comme ça mais vous la choisissez quand même, parce que vous en parlez un peu comme si vous choisissiez à un moment donné... Non, on l'a choisi. Quand vous êtes assis à une terrasse de café à Saint-Germain-des-Prés, faut pas se mentir, toutes les 30 secondes, il y a une jolie fille qui passe et ça peut être celle-là. Donc vous pouvez en rater. Moi je dis que statistiquement, l'efficacité d'un bon dragueur, c'est 30%. C'est souvent des filles qui traînent, qui n'ont un peu rien à faire. Donc c'est souvent des filles de riches, des étudiantes, des femmes entretenues. Hein, parce que Ce sont toujours sur des femmes comme ça que vous tombez, que vous draguez plutôt... C'est-à-dire que la travailleuse de base, on la rencontre pas parce qu'elle travaille et en plus elle n'est pas très intéressante d'un point de vue social, faut reconnaître. Donc en général, si on traîne dans la rue l'après-midi, il faut être honnête. Je sais pas de la rigolade, quoi. Je veux dire, il y a un aspect presque lutte de classe aussi. Moi, ce que j'aimais bien dans la drague de rue, c'est qu'il y avait un aspect lutte de classe. C'est que en général, le schéma qui marchait le mieux, qui était le plus réjouissant, c'était les deux paumés, mais qui avaient pour eux, je dirais, leur méchanceté et leur vice de connaître un peu mieux la rue, qui arrivaient à
à séduire des filles de bourgeois un peu méprisantes, mais qui connaissent pas bien la vie, et qu'on arrivait, je dirais, par ce travail de séduction, à capter un petit peu de la plus-value extorquée des parents de la riche au père du pauvre. Pour moi, il y avait un côté lutte de classe. Et moi, je le dis à un moment donné, au bout de mon parcours de dragueur, j'ai pas seulement écrit un livre, je suis rentré au Parti communiste. Et pour moi, c'était totalement lié. Parce que je me suis dit, bien sûr, c'était de la lutte de classe. Ils vont être étonnés au Parti communiste en vous entendant. Bon, ils ont l'habitude de s'étonner. Une démarche inhabituelle. Mais oui, parce que le dragueur, il a le respect du travailleur s'il est un peu honnête, parce qu'il sait que lui, il est un parasite, le dragueur. Par exemple, souvent, moi j'ai emballé des femmes de grands bourgeois qui ont 15 ans de moins, etc., et qui en fait avaient envie de se vivre une petite aventure avec un jeune un peu ténu, etc., parce que aussi leur mari, c'était un gros homme d'affaires, il avait pas que ça à foutre, parce qu'il était tellement pris par son boulot que baiser sa femme, à la limite, il laissait ça, à la limite, il sous-traitait, il laissait ça à moi. C'est-à-dire que quelque part, il y avait cet aspect-là, bien sûr, c'est genre, il y aura bien quelqu'un pour s'en occuper, moi j'ai des choses plus sérieuses à faire. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des systèmes de prostitution mondaine très efficaces, parce que la fille vient, ils ont 10 minutes, ils se font éponger en 10 minutes et elle repart. Et le dragueur de rue, sa misère, en fait, c'est qu'il a tout son temps. Et c'est pour ça que il faut assumer le côté misérable du truc, quoi. Moi, ce que j'aimerais quand même savoir, c'est ce que vous faites payer aux femmes et ce que vous êtes fait payer à vous-même. Ça, c'est aussi la raison pour laquelle c'est plus difficile pour moi d'être dragueur maintenant, parce qu'il est évident qu'il y a là-dedans une pathologie qui est assez forte. C'est-à-dire que il y a une dimension, je dirais, féroce chez le dragueur qui fait son efficacité, qui est de punir, un peu de punir les femmes, il y a ce côté-là. Hein, et c'est basé sur une espèce d'illusion que toutes les femmes seraient le pire modèle de femme, c'est-à-dire la femme méchante, la mère indigne, la castratrice, la salope. Justement, vous, la relation à votre mère, c'était une relation d'amour ou de haine? C'est pas, enfin, la mère, c'est évident que c'est plutôt une relation d'indifférence, donc là, ça crée le manque. Non, mais vous, la relation. Oui, moi, c'était une relation d'indifférence, donc ça créait un manque. Mais c'est pas ça je crois que c'était pas ça. Enfin, c'est le fond du problème, et le plus fort, c'est pas ça. C'est que quand vous arrivez dans la ville et que vous désirez des femmes parce que votre mère vous manque, vous allez là où il y en a, qui sont les boîtes de nuit. Et la boîte de nuit, c'est très dangereux. Comme pour la vision que ça vous donne des femmes. Parce que dans la boîte de nuit, il n'y a par définition que des demi-putes. Et quand vous n'avez pas de pognon, que vous êtes jeune et que vous n'êtes pas homosexuel, parce qu'évidemment j'aurais été pédé, c'était simple. Vous n'avez rien à donner dans la boîte et vous n'êtes pas bienvenu. Vous êtes celui qui peut piquer une jolie fille jeune à un vieux riche qui paye alors que vous ne payez rien. Enfin, quand je dis vieux, ça peut être 40 ans. Et vous avez 18 ans. Votre mère vous manque et vous rêvez de rencontrer l'amour et vous rencontrez une espèce de pétasses qui vous voyez bien, qui vont toujours avec le vieux riche. Donc vous avez un mépris. Alors je vous arrête parce que c'est la première fois pratiquement depuis le début que vous prononcez le mot amour. Oui, mais c'est très, d'une certaine manière, c'est une très grande immaturité de se dire que le but de la vie, c'est de rencontrer l'amour. Enfin, je veux dire, c'est construire toute sa vie sur la nostalgie. C'est-à-dire qu'on quitte pas ses parents pour retrouver sa mère, on quitte ses parents pour rencontrer le monde. Il y avait cette idée-là. Mais vous, on a l'impression que vous n'avez pas voulu remplacer vos parents. Non, c'est pas ça, c'est que moi j'avais un manque très fort, c'est-à-dire que j'ai pas eu la mère que j'aurais souhaité avoir ou je sais pas trop quoi. Et donc je suis arrivé dans la grande ville sans un rond. C'est-à-dire capital financier zéro et capital affectif aussi, je dirais, près de zéro. Mais si j'avais par exemple été étudiant, parce que j'en avais les moyens, et que j'étais passé de ce manque à l'université, où j'ai rencontré une fille intéressante qui faisait des études de philosophie, qui soit belle et intelligente, j'aurais pas connu cette dérive maximale. Le problème, c'est que je suis arrivé avec un manque affectif et un manque social, et que j'étais dans un terrain où les filles étaient les pires. Et donc je me suis dit, les filles, c'est ça, parce que j'en avais pas connu d'autres, à part ma mère et ma sœur. Enfin, j'avais une expérience minimum. Et peut-être que ça a été, je dirais, pour le côté pathologique et le côté un peu erroné, c'est-à-dire de prendre une catégorie de femmes pour la totalité des femmes, qui fait qu'à limite aujourd'hui, toute proportion gardée, je suis un peu sorti de cette logique-là, parce que je me dis, finalement, les 3/4 des femmes, leur désir de vie, c'est de donner de l'amour aux hommes, et qu'elles sont pas toutes en train de se dire comment faire une OPA sociale en échangeant mes seins contre du pognon. C'est bien quand même que vous le disiez, parce que depuis tout à l'heure, on avait très peur. Ouais, mais à la limite, il faut pas que... Ouais, je le dis maintenant parce que là on est hors de la drague justement. Celui qui se dit ça, moi j'admets un truc qui est le fond du problème au début, c'est que ça fait peur les femmes quand même. Oui, hein. oui. Et c'est parce que ça fait peur quelque part que c'est excitant. Parce que à la limite sinon, si ça pose plus aucun problème, d'ailleurs moi ça m'en pose beaucoup moins maintenant, ce qui fait que je drague beaucoup moins, parce que ça m'intéresse moins. Et quand ça m'intéressait le plus fort possible, c'est quand ça me faisait très très peur. C'est-à-dire que j'allais draguer dans la rue, comme quand on va au baston, je veux dire, quand on se bat. C'est-à-dire que moi à la limite aujourd'hui je drague moins parce que les femmes me posent moins de problèmes, et que je me dis bon bah les femmes c'est comme nous, c'est des êtres humains, il y en a qui souffrent, il y en a des gentilles, il y en a des méchantes, et du coup ça leur donne moins d'intérêt. C'est peut-être aujourd'hui que vous allez pouvoir rencontrer vraiment quelqu'un. Oui, mais je veux dire, moi, je n'ai pas d'inquiétude là-dessus. Je rencontre... contrairement à ce qu'on pourrait croire, j'ai des relations assez sereines souvent avec les femmes.
elles ont lu en moi, parce que les femmes sont intuitives, le côté enfant paumé et en même temps le parcours intellectuel qui leur fait deux raisons de me respecter, parce que j'étais un paumé et parce que j'ai beaucoup réfléchi. Donc j'ai des relations assez... j'ai des femmes que je connais depuis longtemps et que j'aime bien et qui m'aiment bien, mais la femme c'est quand même l'autre. Maintenant que vous avez dépassé un peu cette époque de drague, l'époque qui vient, vous la voyez avec justement angoisse. Est-ce qu'il y a quelque chose, vous dites, qui va vous manquer, ou est-ce qu'au contraire vous vous sentez plus serein? Moi je me sens d'une grande sérénité, parce que moi mon désir c'était d'écrire et de produire, d'arriver à travailler, et ce qui m'empêchait de travailler c'était le manque de femmes. C'était genre, j'ai l'impression d'être, je dirais, enterré vivant quand j'écrivais, et de me dire, je pensais à tout ce que je ratais au niveau des aventures amoureuses, et plus simplement sexuelles, quoi. Et le fait de pouvoir être un peu tranquille, décontracter du gland comme on dit par rapport à ça, je me dis, je vais pouvoir enfin travailler. Et en plus, j'ai accumulé tout un matériau dont je peux faire quelque chose. Puis je me suis dit, mais quand même, tu es un drogué. Enfin, ce truc-là, c'est comme un héroïnomane, il te faut ta dose, quoi. Et quand j'ai réussi à admettre ça, c'est-à-dire que je ne me suis pas seulement caché derrière l'alibi culturel de la progression intellectuelle sur les femmes, et que j'ai admis le côté pathologique, qu'il était un peu minable de ne pas pouvoir s'en passer, parce que quand même, l'homme, le vrai, c'est celui qui peut s'en passer, j'ai senti que j'avais fait un pas en avant. Vous, le choix, parce que vous pourriez dire maintenant, c'est peut-être me trouver une compagne, vivre avec elle et tout, et vous, le choix, c'est au contraire être seul. Non, ça c'est du baratin de dragueur qui veut passer pour un gentil aux yeux des médias. Moi, toutes les filles qui ont voulu me punir je dirais de pas avoir été celui que j'aurais dû être, m'ont dit de toute façon tu termineras seul. Et moi je dis oui, je pense que c'est très dur d'être seul, mais ça serait bien pire de terminer avec toi, quoi, je veux dire. Et ça, il faut l'assumer pleinement. C'est-à-dire que le dragueur, il mérite la solitude, mais il veut la solitude. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment de vous punir en permanence, justement, en vous enfermant dans cette solitude? Moi, chaque fois que j'ai été avec une femme longtemps, j'ai ressenti que je renonçais à certaines choses pour la femme, parce que moi j'écris, je lis, je fais des choses comme ça, il faut pouvoir se relever au milieu de la nuit, et en général c'est mal vécu par quelqu'un qui est avec vous. Et quand je me pose le choix, la femme ou le livre, je choisis le livre. Vous n'êtes jamais pris les pieds dans les filets, à savoir tomber amoureux? Ah oui, moi je suis tombé amoureux, ce qui est que le côté d'ailleurs très... où la vie de dragueur c'est une leçon de courage, et c'est aussi surmonter son espèce de nostalgie de la mer, qui est une très grande faiblesse affective, qui est de toujours se laisser aller à aimer, parce que on met en avant toujours le prestige, l'amoureux a toujours tous les droits, tous les trucs. C'est très médiocre de se laisser aller à l'amour très facile, tout le temps comme ça. C'est un peu faire sous soi, quoi. Je veux dire, c'est pas très respectable. Ça veut dire que lorsque vous étiez amoureux, il fallait vous reprendre? Oui, bien sûr, pour reprendre votre métier de dragueur. Parce que quand on est un petit paumé, à la limite, être amoureux, c'est la chose la plus évidente du monde, c'est se laisser aller à sa nature. Et pour moi, se laisser aller à sa nature, ça n'a rien de méritoire, même s'il y a toute une idéologie depuis 20 ans qui vous dit qu'il faut se laisser aller à sa nature. Ça conduit à la bestialité, à la stupidité. Et moi, je me disais, tu n'as pas les moyens, Alain, de tomber amoureux de cette fille, car tu vas l'avoir dans le cul, tu vas être malheureux. Et donc, je me cramponnais. Et même si j'étais amoureux, je jouais le jeu du mec qui ne l'était pas. Et j'ai séduit des filles, des belles princesses arabes et des trucs comme ça, leur faisant croire que j'étais un loupard glacial, alors que j'étais amoureux d'elle et qu'elle ne le savait pas. Et que si jamais elle l'avait su, elle m'aurait jeté. Ce qui est le côté un peu très... Vous n'avez jamais avoué? Jamais. Oh, vous avez hésité? Non, enfin pas dans ces deux cas de figure-là. Par contre, si, il m'est arrivé de... moi, en fait, ma vraie souffrance, les fois où j'ai souffert en tant qu'amoureux, c'est avec deux cas de figure. C'est avec une pute et avec une pauvre. Parce qu'en fait, je suis tombé amoureux d'une call girl de haute volée. Puis à un moment donné, je suis aussi comme une espèce de... Je sais pas, peut-être à cause d'une culpabilité, je suis tombé amoureux d'une petite serveuse de café. Et quand je lui ai dit, comme j'ai dit celle-là, je ne lui mens pas, je lui ai dit que je suis amoureuse d'elle, elle m'a traité comme une merde. C'est l'ironie de la chose, quoi. Alors Alain, vous nous avez parlé du savoir-faire du dragueur. Nous avons suivi, nous, un autre Alain qui, depuis 15 ans, drague dans les jardins du Luxembourg. C'est un très bon terrain de chasse, le Luxembourg. C'est vrai? Ah oui. Vous êtes ravissante. Non, mais c'est... Ah, vous parlez pas français. Ah, c'est dommage. Vous êtes d'où? Vous êtes espagnole, italienne? Ah, brésilienne. Mais attendez 2 minutes. S'il vous plaît, je suis un peu perdu là. C'est quoi ce beau château? J'arrive du Havre. Vous connaissez le Havre? Mademoiselle, bonjour. J'ai pensé qu'on pouvait peut-être rentrer en communication. On peut se connaître, c'est possible? Je ne comprends pas. Ah, vous parlez pas français? Vous êtes anglaise, américaine? You holiday, vacances? Long time? Non?
Ah bah c'est sympa, moi tiens, avant-hier j'en ai dragué une, super sympa et tout, super cool et tout. On a été boire un verre ensemble, ensuite on s'est promené, j'ai commencé un peu à flirter avec elle, je l'ai caressée, je l'ai emmenée en dessous un arbre, on s'est caressé un peu, quoi, c'était assez sympathique, quoi. Une fois, je me suis fait jeter vraiment méchamment. La fille, elle m'a couru après, elle m'a lancé sa savate, elle m'a dit tu es un pauvre type, tu devrais aller à Strasbourg-Saint-Denis, tu m'emmerdes, j'étais là tranquillement et tout. Ah ouais, il y a des filles qui sont très méchantes. Hein. J'ai pensé qu'on pouvait discuter ensemble, c'est possible? Pas du tout. Non. Pourquoi? Oui, C'est sympa de discuter, c'est vrai? On peut pas rentrer en contact? Non, pas du tout. Bonjour. J'ai pensé de rentrer en communication avec vous. C'est possible? Ça vous dérange pas si je m'assois? C'est vrai? Vous partez déjà? Il n'y a pas de possibilité qu'on puisse se connaître? Non? C'est dommage, vous êtes ravissant. Ça peut pas marcher comme ça, vous sautez de l'une à l'autre. Mais si, ça dépend des techniques. Il y a des gens qui sont plus simples. Il y en a qui prennent un journal ou un livre, ils s'assoient à côté d'une fille, ils attendent un quart d'heure, 20 minutes, et puis ensuite ils abordent la fille. Tandis que moi c'est ma théorie. Moi, dès que je vois une fille, je me lève et puis je cours après. Mais la fille qui vient de vous voir, vous ramassez une veste. Oh, mais 3 c'est pas secondes grave, avant. ça, c'est pas un problème, c'est la vie, ça. Donc j'ai pas envie de perdre mon temps, parce que comme aujourd'hui il fait beau, il y a une belle journée, c'est agréable, il faut que j'en profite. Là, il y a plein de filles aujourd'hui. Le temps, c'est de l'argent, mais moi, c'est pas de l'argent, moi, c'est le sexe. Vous comprenez, vous me suivez? Je suis un conquérant, moi, au fond de moi-même. Toute ma vie, j'ai dragué depuis l'âge de 15 ans. Et j'en ai 39, j'arrive bientôt à 40 ans, et toute ma vie j'ai fait ça. Pour moi c'est une passion. S'il n'y avait pas ça, je ne pourrais pas vivre. Moi j'en ai branché 3 ou 4 là, mais Ouais. ça donne pas beaucoup aujourd'hui. Moi aussi, monsieur Henriet, bah, allez, hein. Ouais, mais il faut persévérer, Ouais, bien quoi. sûr, ouais. Mais il y a un super coup là, je pourrais te dire, Ah là. bon Il y a une super blonde qui est là-bas, là, qui est assise là-bas. Ah bon, et sur la gauche, là, dans l'allée principale, Ah là, bon, tu vois. d'accord, ouais. Et je pense que c'est bon, moi. Ah bon, bon, en plus alors. Salut. Allez, salut. Et vous êtes bien luné aujourd'hui? C'est le bon jour ou... Non, justement. C'est vrai, parce que j'étais venu pour vous draguer. C'est vrai, j'avais mon cheval blanc, je voulais vous emmener aux îles Marquises. Ça vous intéresse pas? Non. Non? Ce soir, j'organise une grande soirée. J'ai pensé que j'aurais pu vous inviter. Vous êtes étudiante? Non. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Vous travaillez? Et les amours, c'est calme, c'est agité? La mer est calme? L'américaine. Et vous êtes célibataire alors? Bah moi aussi, ça tombe bien. Vous vous appelez comment? J'ai pas envie de Vous parler. n'avez pas envie de parler? Bon, je vous fais la bise, vous êtes très mignonne. Au revoir. Au revoir. Il ne faut pas avoir peur de prendre des vestes. Hein. Ça, au fond, c'est un art, c'est un métier. Hein. C'est comme un type qui va peindre. Si, par exemple, il ne met pas les couleurs précises sur son tableau, il ne pourra pas le vendre. Et je crois que la drague, c'est pareil. Vous êtes un artiste? Bah, je pense, ouais, au fond. Ouais. Je suis un artiste, mais au fond, je ne suis pas reconnu. Mais c'est pas grave parce que du moment que je sais moi-même que je suis un artiste, c'est l'essentiel. Vous vivez comment? Alors, je vis avec très peu d'argent. Là, actuellement, je ne travaille pas, j'ai le RMI, là. Et je cherche du travail de temps en temps à la NPE, mais c'est pas évident quoi, de trouver du travail. Donc je vis un peu comme ça, je suis marginal un peu en quelque sorte. Il a dépassé, non, la limite d'âge et son copain aussi. Ouais, mais moi je le trouve très émouvant et respectable. Hein. Peut-être qu'il travaille un tout petit peu plus lentement quand il est tout seul. Et là, c'est un peu toujours la même chose, parce qu'en fait, on a du mal à montrer réellement ce que c'est que de draguer correctement, parce qu'à la limite, c'est toujours rassurant de voir plutôt un rigolo qu'un sérieux. Alors Laura, depuis tout à l'heure, là, on vous sent un peu tendu, un peu mal à l'aise. Est-ce que le discours que vous avez entendu vous a choqué? Oui, oui, bien sûr. J'ai été très choquée. Par lequel? Très révoltée. Bah, déjà, j'ai été un petit peu touchée par ce que j'ai entendu de vous deux. Et puis, j'ai été naturellement extrêmement choquée par ce que ce monsieur a dit. Je suis assez bouleversée d'être face à 3 collègues de travail. Et puis, bah, je me présente, je suis un instrument de travail, je suis un des instruments que vous utilisez dans votre travail quotidien. Et ben voilà, je suis le résultat de ce à quoi vous pouvez arriver quand vous travaillez mal, quand vos mains dérapent, quand vos mots vont trop loin, quand vous utilisez mal votre tête, quand vous utilisez mal votre cœur, s'il vous en reste un. Et puis ce qui est en bas, bon ça, vous l'utilisez très bien, vous en avez l'habitude, on n'en parlera pas. Moi, je suis
Je suis... Vous vous considérez vraiment comme une victime, Laura, vous? Parce que là, vous vous présentez comme une victime. Je ne suis pas une victime dans l'absolu. Je suis quelqu'un qui a la pêche, qui a 10 ans de carrière de comédienne derrière elle, qui a fait beaucoup de choses. Donc je ne suis pas une victime dans l'absolu. Je suis une victime dans l'aventure que je termine en ce moment, que j'essaie de terminer. Vous allez nous raconter, donc vous avez 28 ans, vous êtes Oui. célibataire, et donc vous avez été séduite par quelqu'un qui ressemblerait plutôt visiblement à Alain, non? Oh mon Dieu, non, 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 il ne me ressemble pas. Non, non, je ne pense pas que j'en suis arrivée là. Arrivée là, c'est-à-dire? Non, non, je... Vous voulez dire qu'il était plus... Non, je suis tombée sur quelqu'un de beaucoup plus sensible et beaucoup plus subtil. Je crois qu'il y a erreur d'analyse, là, justement. Vous ressentez comment? Je pense qu'on n'aurait pas été très loin ensemble. Non, il m'a très vite révoltée, très vite choquée dans ses propos, et je pense que même s'il m'avait tenu un discours très habile comme dragueur et comme séducteur, je pense pas qu'on aurait été très loin. Alors vous, c'était quel genre d'homme? Moi, c'était un vrai séducteur, c'était pas un dragueur, c'était quelqu'un de très habile, qui est très doué dans ce qu'il fait. C'est un comédien raté, et il est très comédien dans la vie. Alors il manipule très bien le mensonge, l'artifice et la séduction. Ça, c'est un séducteur parfait. Ça. Alors comment vous, sur une histoire très au point. Voilà, aussi courte, parce que ça a duré, je crois... Ça a duré 3 mois. 3 mois, voilà. C'était aussi violent jusqu'au point que vous avez échappé de peu donc à un suicide. Donc ce que j'aimerais comprendre, c'est comment ça a été cet ouragan jusqu'au moment où vous avez voulu vous détruire. Moi, pendant 3 mois, j'ai eu l'illusion d'avoir un petit ami dans ma vie, quelqu'un qui me rendait très heureuse, parce qu'il est très doué pour 2 choses. Il est très doué pour séduire et pour rendre heureuses les femmes. Et j'avais l'impression d'avoir dans ma vie un ami, un complice, un tendre amant, quelqu'un pour qui je comptais, quelqu'un qui comptait pour moi. Il arrivait aussi un moment de ma vie où j'étais fragilisée par ma profession qui commençait à devenir très difficile. J'ai travaillé à la télé pendant longtemps et puis j'y travaillais plus. Je travaillais uniquement comme comédienne, ça devenait difficile. J'ai eu des aventures, plusieurs, des aventures ratées. Donc toujours, vous n'aviez pas été vraiment, vous n'aviez pas vécu une belle histoire d'amour? J'ai vécu des belles histoires d'amour, des histoires d'amour courtes. Ouais. J'avais des relations avec des hommes avec qui ça ne pouvait pas aller très loin. Souvent, c'était des hommes mariés ou des hommes qui sortaient d'une aventure dont ils ne s'étaient pas bien remis. Ou... À chaque fois, c'était bon. Je ne voulais pas vraiment m'engager moi-même, c'est vrai. Mais à chaque fois, j'étais un petit peu blessée, heurtée. C'était comme un coup de canif à chaque histoire qui se terminait. Mais je me disais, bon, je savais dès le début que je voulais pas m'engager, mais c'était des coups de canif. Et là, vous avez cru que vous étiez partie? Avec lui, j'avais l'impression que c'était une nouvelle période de ma vie qui commençait. Il me donnait confiance en moi. J'ai vu que le bonheur, que la joie de vivre. J'ai jamais été aussi heureuse de vivre qu'avec lui. Vous n'avez rien vu? Non. Oui. Non, pas parce vu qu'il a... Non, il a dit lui-même que notre histoire avait été un jeu de la séduction. Mais je pensais qu'il avait des sentiments, parce qu'il avait des gestes. Il était très gentil, très... Laura, pourquoi vous dites « je pensais qu'il avait des sentiments pour moi » Est-ce que vous ne pensez pas qu'il les a eus, ces sentiments? Qu'il était sincère au moment où il le faisait? Je pense qu'il a été sincère. Je pense qu'il était sincère au moment où il était avec moi. Simplement, il ne l'était plus en passant le seuil de ma porte, et ça, je ne pouvais pas le savoir. Il a dit par la suite qu'il avait vécu une passion avec moi. Alors, tous les deux, ils ont utilisé le mot passion, et c'est exactement ça. Quand on était ensemble, c'était de la passion. Sauf que pour moi, naturellement, c'est pas une passion. Mais puisque la passion... En dehors des gestes, parce que les gestes, c'est naturel qu'il les ait s'il est passionné, mais est-ce qu'en dehors des gestes, il s'est engagé au niveau de la parole, c'est-à-dire au niveau de il s'est jamais engagé comme... Non, non, il m'a jamais fait de promesses. Non.
Il était... Il a quand même respecté quelque part, il t'a quand même respecté, parce que s'il ne s'engage pas à te promettre une aventure amoureuse autre que tout ce qu'il t'a donné... Même si tu t'engages pas avec des promesses, quand tu passes 3 mois avec quelqu'un, que tu te montres extrêmement tendre, extrêmement affectueux, Bien sûr, parce que c'est... tu as l'impression de... parle de moi, par exemple, c'est les mêmes moments que je vis, bon, c'est pas 3 mois, mais c'est les mêmes moments que je vis quand j'ai des aventures. Et c'est vrai qu'on donne tout, c'est-à-dire qu'on est capable effectivement pendant un moment d'émerveiller quelqu'un, de rendre les choses plus belles, plus vraies. Mais simplement, quand ça passe, on se retire. Mais simplement, si on n'a pas fait de promesses, dans le sens où on n'a pas voulu s'engager et que c'est simplement pour vivre ce moment-là, mais tu dis peux pas maintenant, toi, l'incriminer dans le sens où tu dis c'est un instrument. On ne prend pas comme des instruments. Ce qui est très choquant et très immoral dans ce qu'elle vient de dire, c'est qu'en fait, ce qu'elle aime chez ce mec-là, c'est que c'était un super escroc, bien pire que moi. C'est-à-dire qu'il pouvait aller beaucoup plus loin dans l'horreur, etc. Et c'est pour ça qu'elle l'aime encore. Et je trouve que là, il y a un trouble pour moi très fort là-dedans. C'est la fascination de la victime pour son bourreau et d'apprécier son travail bien fait. Je veux dire, c'est-à-dire que moi, je serais un ouvrier et lui, c'était un artisan virtuose. Je sais maintenant que c'était un travail. Sur le moment, je pensais que c'était des sentiments. Tu as dit toi-même tout à l'heure que maintenant les filles avec qui tu sortais, elles savaient à quoi s'attendre. Elles savaient que tu étais un dragueur. Ouais. Non, mais qu'au début, tu laissais planer le doute et tu mentais. Tu l'as reconnu qu'il y avait une différence. Ouais. Une différence dans l'âge, maintenant tu perçois les choses différemment. Avec ce garçon, c'était ça. Il voulait tirer le meilleur de moi. Si j'avais senti, moi, qu'il était avec moi comme il était, mais qu'il était le lendemain exactement de la même façon avec d'autres filles, je ne me serais pas... J'aurais été... C'est-à-dire qu'il y avait quand même un doute c'est pour ça qu'il faut mentir. Parce que s'il avait dit je peux être comme ça avec toi, mais aussi avec d'autres, elle n'aurait pas marché. Donc à la limite, il a voulu avoir le meilleur d'elle-même, il l'a arnaqué, et c'est pour ça qu'il l'a eu. Et après, elle lui reproche d'avoir arnaqué tout en l'en remerciant, parce que s'il n'avait pas arnaqué, ça ne serait pas allé aussi loin dans le plaisir et dans la profondeur. Donc, je veux dire, là... Comment? Mais je ne le remercie pas de m'avoir poussé à... J'ai failli mourir, je pourrais ne pas être là sur ce plateau pour en parler. J'ai passé 2 mois et demi dans un hôpital psychiatrique. Je le remercie pas. Je le remercie pour les moments de bonheur qu'on a eus ensemble. Je trouve dommage que je les ai eus par le mensonge et pas par un vrai sentiment. J'ai été extrêmement heurtée après d'apprendre que quand il m'a dit oui, bah c'est comme ça, je suis un séducteur, je suis un coureur. Quand on était ensemble, il y avait d'autres filles, t'es pas la seule, je ne t'aime pas. Je suis faux, c'est comme ça. Mais moi, j'ai pas ressenti ça pendant 3 mois. Et si je l'ai ressenti aussi fort, c'est qu'effectivement, il jouait bien la comédie. Et je trouve ça un petit peu dangereux de jouer comme ça avec les gens. Je le remercie pas de... dans ce cas précis, tu as sûrement raison, hein, c'est sûr. Si ça s'est passé comme ça. Effectivement, on sent que vous l'aimez malgré tout. Parce que, et même vous en parlez au présent. À plusieurs reprises, vous avez parlé au présent. Je l'aime malgré tout. C'est vrai? Je l'aime. J'aime ce qu'il est. Je l'aime en tant que personne. C'est l'apologie du séducteur. Non, justement, et j'aimerais bien pouvoir finir. Je ne t'ai pas coupé, donc ne me coupe pas. Je l'aime en tant que personne. Ce que je n'aime pas et ce que je veux dénoncer ce soir, c'est la façon dont il a agi avec moi, la façon dont il s'est comporté et qui m'a amené à un bouleversement très très grave de ma vie. C'est ambigu quand même, parce que maintenant c'est vrai qu'il a quand même raison. Il faut quand même trancher. Tu peux pas dire que tu aimes le personnage et tu aimes ce qu'il représente. J'aime l'être humain. Comment tu peux le couper en deux? Tu peux pas le couper. Ce qu'il est et ce qu'il a fait. Ce qu'il fait vraiment. Si vous ne le comprenez pas, je suis désolée, je ne vais pas mentir. Je l'aime en tant que personne. Je suis sans doute encore amoureuse de lui. Tout le monde me le dit. J'ai du mal à l'admettre, mais c'est sans doute vrai. Je l'aime en tant que personne, mais je dénonce son attitude. Laura, est-ce que ce n'est pas plutôt le contraire? C'est que vous aimez les moments que vous avez passés avec lui, le plaisir peut-être qu'il vous a donné, et dans le fond, vous n'aimez pas qui il est. Est-ce que ce n'est pas plutôt le contraire? J'ai aimé les moments qu'on a passés ensemble. Je l'aime en tant qu'être humain, et il a eu tellement d'impact sur ma vie. Quelqu'un qui a failli terminer ma vie à 28 ans, qui a bouleversé ma vie de fond en comble. Je ne peux pas faire une croix sur lui comme tout le monde me conseille de le faire. C'est quelqu'un que je porterai toujours dans mon cœur. Vous dites que vous le porterez toujours dans votre cœur. Hein, ça veut dire toujours, toute votre vie. Bien sûr, je pourrais de toute façon jamais l'oublier. Puisqu'il a marqué ma vie, il a bouleversé ma vie. Est-ce que c'est aussi, parce que vous le disiez tout à l'heure, un moment charnière de votre vie qu'il est arrivé? Oui, bien sûr, c'est un ensemble. Peut-être qu'il serait arrivé à un autre moment.
ça n'aurait pas pris ces proportions-là. Ce que je veux dire, c'est qu'il est resté dans mon cœur parce qu'il a déclenché par la suite. À quel moment d'ailleurs vous avez fait cette tentative de suicide? Comment ça s'est passé votre séparation? À quel moment il vous a dit en gros qu'il ne vous aimait pas? Et nous avons passé donc trois mois formidables ensemble. Enfin, ils étaient formidables pour moi. On devait partir ensemble en vacances en Égypte. Il me l'avait proposé, ça s'est pas fait pour un hasard. Et au moment de se quitter, il m'a quitté très tendrement. Il m'a dit « je t'appelle à mon retour ». Une semaine s'est écoulée, j'attendais son appel, qui n'est pas venu. J'ai fini par l'appeler, moi, au bout de quelques jours, assez surprise de ne pas entendre de ses nouvelles. Et je lui ai dit « alors, que se passe-t-il » Il me dit « bah, rien ». Je lui ai dit « bah, quoi ?» Il m'a dit « tu as un papier sur ton mur ». Je lui ai dit « quoi ?» Il me dit « oui, tu sais, tu as scotché un article de Cosmo sur ton mur, 50 réponses à faire à un homme qui vous quitte ». Je dis « quoi ?» Quand on lit Cosmo... Alors, tu permets, s'il te plaît? Alors j'ai dit « pardon ?» Il me dit « oui, 50 réponses à faire à un homme qui vous dit c'est fini. Ben voilà laquelle tu me fais, c'est fini. » Je lui dis « mais je comprends pas, je comprends pas du tout là, tu m'expliques? » « oui, c'est fini, je t'aime pas, j'ai pas envie de faire quelque chose avec toi, c'est fini. » J'avais l'impression que je perdais tous mes repères, que tout devenait flou, que plus rien n'avait de sens. Et ma vie a volé en éclats comme un vase en cristal qui explose. Sur le moment, j'ai passé l'éponge et je me suis dit, c'est fini, on n'en parle plus, c'est terminé. Et au bout de 2 semaines, cette douleur que j'avais balayée sous le tapis comme de la poussière est remontée en moi comme une souffrance absolument intolérable. Et je me suis dit que j'étais à bout, que c'était la dernière chose que je pouvais supporter, que je ne pouvais plus supporter ce métier difficile et cette vie difficile. Et que si un être comme ça, sur lequel je mettais tant de tendresse, tant d'affection, tant d'amitié, pouvait m'avoir trompée à ce point-là pendant 3 mois, et ne pas m'être considéré du tout comme un être humain, mais que juste comme une enveloppe corporelle, comme une poupée gonflable, je me suis dit, c'est pas possible, je ne peux plus supporter ça. Je ne le supporterai pas une fois de plus, donc c'est terminé. Et pendant plusieurs jours, j'avais décidé d'une date très précise, et pendant plusieurs jours, je lui ai écrit une longue lettre pour lui expliquer tout ce que je ressentais. J'ai écrit à ceux que je laissais et j'ai cru en terminer. Donc. Vous vouliez vraiment en terminer? Oui, ou c'était plus un appel au secours? C'était pas un appel au secours, je voulais en terminer, c'était clair. J'ai jamais pensé qu'il me reviendrait et je ne le pense pas plus aujourd'hui. Alors Laura, après cette tentative de suicide, vous avez eu envie de le revoir? Lui, il aurait bien aimé retirer ses cartes du jeu et cesser de me voir et moi j'étais incapable de cesser de le voir et j'avais la sensation que je ne pouvais pas me remettre si je cessais de le voir, parce que j'avais toujours pas compris ce qui s'était passé et j'avais toujours besoin de comprendre. Et je ne l'ai pas lâché. Et il est venu régulièrement me voir à l'hôpital. Même si tout ce dont il rêvait, c'était de ne plus entendre parler de moi. Et ça, vous le saviez quand même. Il y avait cette... Je m'en doutais, il y a une dualité en lui. Avec cette conscience aiguë des choses, comment vous pouvez continuer à l'aimer? Parce que j'ai l'impression qu'après, vous avez continué à le voir un peu pour faire comme un travail de deuil, pour vous séparer, arriver à vous séparer de lui. Et en fait, vous avez maintenu un lien que vous auriez peut-être dû arrêter, non? Oui, je ne peux pas casser ce lien, mais c'est vrai que je le garde parce qu'il m'aide à faire ce travail de deuil et puis parce que je ne peux pas le rayer de ma vie. Les gens que j'ai aimés profondément, je ne peux pas cesser de les aimer et ils restent en moi. Et si c'était à refaire, c'est ça que je voudrais savoir. Si c'était à refaire... Est-ce que tu regrettes, je veux dire, cette relation ou pas de ça? Non, je ne regrette pas. Je ne le regrette pas parce qu'il a changé ma vie et j'espère que c'est pour le meilleur et pas pour le pire. Si je me sors de cette histoire, ce que j'espère, ce sera pour le meilleur. Ça veut dire quoi pour le meilleur? Ça veut dire qu'il vous a fait entrevoir une possibilité peut-être de vie autre, d'aimer autrement? Ma vie s'arrêtait, ma vie c'était d'être mince, d'être jolie, d'être musclée, de faire de l'aérobic tous les soirs et de réussir mes castings. Ma vie s'arrêtait là. La chose la plus importante au monde, c'était le cinéma et c'était d'être actrice. Et maintenant? Je veux faire autre chose. Je veux plus être comédienne. Je veux avoir un travail social. Je veux devenir soit institutrice, soit infirmière. Je veux aider. Je veux soigner des enfants. Je veux, si possible, aider les malades du sida. Je veux avoir une autre vie. Je ne supporte plus qu'on me mente. J'ai été draguée beaucoup dans ma vie. J'ai été beaucoup séduite. Je ne supporte plus ça. Je ne supporte plus qu'on me drague ou qu'on me séduise. Mais vous avez peut-être été aussi, vous aussi, séductrice. Non? Oui, tout à fait. Moi, j'ai vécu sur le mode de la séduction dans le travail et puis dans ma vie privée. Et vous n'avez, vous, jamais menti, Laura, lorsque vous séduisiez?
Non. Vous n'avez jamais menti? Non, ma séduction, elle s'arrêtait au fait que j'aimais être jolie, être bien habillée, être bien maquillée, être bien coiffée, et puis plaire à des garçons comme cela. J'aurais été très très... J'aurais été... Non, non, je vous accuse pas. Je dis moi qu'il y a quelques mois, ça aurait été un plaisir de me refléter dans leur regard et de leur plaire. Ça aurait... C'était votre type. Mais jamais j'ai menti dans une relation. Jamais, non, non. Ma séduction, elle s'arrêtait à partir du moment où j'étais avec un homme. Je poussais pas le jeu de la séduction au-delà. Non, non. J'avais l'air, malheureusement, de ce que j'étais pas. J'avais l'air d'une grande séductrice et d'une grande... oui, d'une grande séductrice, alors que bon, je suis très, très sentimentale. Ce qui est terrible, c'est que quand on attend tout de quelqu'un d'autre que soi, c'est que ça quand même, d'abord c'est très dangereux, puis ça prouve qu'en soi, on n'a peut-être pas grand-chose, parce que je veux dire, le problème c'est toujours dans l'amour d'attendre tout de quelqu'un d'autre qui va tout vous apporter. C'est quand même le fantasme de Boniche absolu du prince charmant, avec toute sa notion sociale d'ailleurs, c'est je suis là, on va m'apporter le bonheur, ça va être donné, etc. Mais toi tu fais tes interprétations tout le temps, est-ce que j'ai dit aucun... Mais j'interprète là pour moi. Oui, oui d'accord, mais de toute façon tu fais ça depuis tout à l'heure, interpréter pour toi et ramener tout à toi. Tu as l'air très lucide, tu as l'air très intelligente, tu as fait le constat de tout ça, donc tu as avancé quand même. Et par rapport à tout ça, tu dis toujours, oui, mais de toute façon, je l'aimerais toujours et c'est lui que je veux revoir à la limite. Et... Je n'ai pas dit c'est lui que je veux revoir. C'est ce que tu disais tout à l'heure, on t'a posé la question. Qu'il a eu tellement d'impact sur ma vie que je ne veux pas faire une croix sur lui, je veux juste dire que sur les milliers de filles que vous avez rencontrées, il y en a quelques-unes qui restent sur le carreau. J'ai failli rester sur le carreau. Oui, faites attention parce que vous jouez, vous tapez du pied dans des boîtes de conserve et ces boîtes de conserve, ce sont des cœurs de filles. Je ne me sens vraiment pas concerné. Mais je me doute bien, mais peut-être qu'il y en aura un ou deux. Mais non, ce que je te dis, moi, ce que je vois plutôt pour toi, c'est que par rapport à ta lucidité, tu devrais être capable de faire le deuil de cette personne à partir du moment où tu aperçois qu'il ne peut rien t'amener, il a triché. J'ai fait le deuil de cette personne. Mais non, tu ne fais pas le deuil de cette personne. Tu en parles émerveillé encore, tu en parles. Voilà, il y a quand même tout ça qui trouble, quoi, je veux dire. J'ai fait le deuil de cette histoire, enfin du moins j'essaye de le faire. C'est difficile de reprocher à quelqu'un la souffrance qui vient de toi, enfin, je veux dire, parce que lui il a été le déclencheur, mais il y a une disproportion entre ce qu'il a fait et ce que tu as ressenti, et cette différence c'est quand même toi qui la porte. Lui il a un peu joué avec toi, toi tu as souffert énormément, il t'a pas fait énormément de mal, il t'a fait un peu de mal et toi tu as souffert énormément. Et le problème c'est la différence entre ce un peu de mal et ce souffrir énormément, la différence c'est toi qui la mets et c'est ça sur lequel il faudrait penser, même en termes de morale, parce que moi je ne me sens pas responsable, même par personne interposée, de ce qui t'est arrivé à toi. Je dis franchement. Bien, de toute façon tu ne dois pas te sentir responsable de grand chose. Les yeux dans les yeux, je ne me sens pas responsable. Même les yeux dans les yeux, je peux. Tu as peut-être eu un parcours de socialement, tu vois, qui manquait peut-être d'une certaine profondeur, d'une certaine maîtrise de soi, qui fait qu'à un moment donné tu avais un espèce de grand vide, il y avait peut-être un grand mensonge, et puis à un moment donné, tout s'est écroulé comme un château de cartes. Je ne rends pas tous les hommes qui draguent ou qui séduisent responsables de toutes les filles qui souffrent et qui séduisent. Je ne témoigne juste que de ma propre expérience, on le fait. C'est ce qu'on fait. Je sais qu'il y a une disproportion, tout le monde l'a dit, et lui l'a dit, lui il est resté effaré devant la disproportion. Encore une fois, il a dit, j'ai largué 50 filles, heureusement qu'elles ne réagissent pas toutes comme ça. Il ne comprend toujours pas comment j'ai pu en arriver là. Je ne l'explique pas, je ne le justifie pas, c'est arrivé. Oui, mais ce dont on parle, ce qui est important, c'est le problème de la fixation. Pourquoi tout à coup on s'arrête sur telle personne? C'est un truc de solitude, hein, je veux dire. Bien sûr. Et pourquoi à un moment donné, cette personne, effectivement, remplit complètement toute sa vie, au point qu'on peut vouloir la perdre pour elle? Moi, je dis un truc, c'est est-ce que l'immoralité, ce n'est pas de tout attendre d'un autre et non pas de soi? Parce que moi, je parle de moralité. Parce que, je veux dire, le danger, c'est de faire passer l'amoureuse pour un être moral et le séducteur pour un être immoral. Bon, le séducteur n'est pas un être moral, ça c'est certain. Moi, j'ai revendiqué que je faisais d'une certaine manière le mal. Mais ce qui est très immoral et très pervers, c'est de reprocher, à la limite à l'humanité entière ou à quelqu'un, ce qui vous est profondément personnel, et c'est ses propres fautes qu'il faut gérer. Mais je ne dis pas le contraire. Moi j'ai l'impression que tu te complais dans la souffrance que tu... Et je connais des hommes qui sont comme ça aussi. Parce que je regrette, là tel que je l'entends, le mec c'était vraiment un vrai cruel, c'est-à-dire qu'il t'a fait rêver, il t'a enlevé toutes tes défenses, il a vu ta mine réjouie et amoureuse, et là il a planté la banderille comme avec un taureau, il a dit j'ai menti intégralement pour te faire le plus de mal possible. Non, c'est pas ça qu'il a fait. Non, encore une fois, c'est pas de la cruauté, c'est de l'inconscience. C'est l'inconscience, c'est le mot, attendez, il faut la laisser finir. C'est le mot qui lui convient. Oui. C'est ça? Oui. On va en rester là, Laura, pour ce que vous